Donc, je voulais vous parler un peu d'un interlude, je dirais, entre mon mémoire en archéologie préhistorique et mon travail sur le terrain au Pérou chez les Hachoirs. C'est un peu la continuité de mes travaux en archéologie qui m'ont amené à travailler dans un projet que je dirais d'ethno-archéologie avec les Inuits. C'est encore une fois Daniel Chevrier et sa compagnie Archéotech qui m'avaient sollicité. Daniel avait été contacté par des membres du conseil qu'on appelait Atikamekw Montagnais. C'était une association politique à l'époque qui n'existe plus, qui regroupait les chefs des communautés Atikamekw et Innu au Québec. Et le projet, c'était de documenter l'occupation Innu du bassin de la rivière Kaniapisco, au nord du Québec. On est à ce qu'on appelle la hauteur des terres dans cette région, c'est-à-dire que les eaux s'écoulent vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Donc, on est véritablement au centre du territoire québécois. Et les Inuits, à l'époque, revendiquaient une présence dans cette région qui n'avait pas été reconnue lors de la Convention de la baie James. Quand on a signé la Convention de la baie James, on a reconnu la présence des Cris et des Naskapi, mais pas des Inuits. Et donc, il y avait des travaux archéologiques qui étaient déjà en cours dans la région par un archéologue de McGill, David Denton, qui avait travaillé en partie avec les Inuits, mais qui travaillait surtout avec les Nichikununut, qui sont des membres de la grande famille Cri. Et les Inuits voulaient documenter eux-mêmes cette occupation. Et donc, Daniel Chevrier m'avait demandé de travailler avec lui sur ce projet qui consistait à 2 mois de séjour sur le terrain avec des aînés qui avaient occupé la région au début du 20e siècle. Donc, c'est une région qui a été très fréquentée, je dirais, au 19e, fin 19e et au début du 20e siècle par les Inuits, qui se rendaient dans la région pour la traite des fourrures, en fait, pour la trappe. C'est une région qui était très riche en martres, entre autres, et en d'autres animaux en fourrure, mais principalement la martre. Et donc, on a privilégié cette région. Donc, le projet consistait à se déplacer en canot dans la région et à visiter des sites occupés par les Inuits. Donc, j'ai travaillé avec 4 aînés Inuits et 2 interprètes, des jeunes de mon âge. Donc, on était en 1980 à l'époque. Et donc, ce terrain a été à la fois un terrain d'archéologie, bien sûr, parce qu'il fallait documenter archéologiquement l'occupation, non pas sur des sites préhistoriques cette fois-ci, mais sur des sites historiques, donc qui avaient été occupés, donc des campements que les familles avaient occupés, soit au printemps, soit à l'automne, ou soit au moment de l'hiver. Donc, on a retrouvé plusieurs de ces campements qu'on a disons, cartographiés, qu'on a photographiés, on a fouillé un peu certains lieux. Donc, on a, pendant ces 2 mois, bien documenté l'occupation, la présence Innu, qui ne faisait aucun doute. Hein, et j'ai un souvenir absolument incroyable. Un jour, on arrive sur une pointe de la rivière Kaniapisco et avec nous, il y a Alexandre Michel, qui est un aîné de Uashat Maq Mani-Utenam, hein, qui me dit, quand j'ai quitté le campement, à l'époque, il devait avoir à peu près 12 ans, j'ai oublié mes patins sur le site. Et donc, le canot n'était même pas arrêté que Alexandre, qui avait plus de 60 ans à l'époque,
part et s'en va directement et revient avec ses patins. Et donc, c'était des patins, c'était comme des lames qu'on attachait aux bottes avec des lanières de cuir. Les patins étaient toujours là, exactement où il les avait oubliés. Et donc, il me montre ses patins. Et là, j'ai dit, ben, c'est une preuve absolument éclatante de l'occupation Innu de cette région, hein, parce que la mémoire lui permettait de se rappeler exactement où étaient ces patins. Donc, c'était une expérience absolument intéressante. Et pendant tout le séjour, les aînés savaient que ce territoire deviendrait un bassin. Hein. Donc, il y avait un projet de barrage et c'est un bassin qui alimente les autres centrales hydroélectriques du grand projet de la baie James. Donc, il y avait de longues conversations en Innu entre les aînés et les deux interprètes qui étaient là. Il y avait Raoul Volant, qui était un jeune de Ouachat Mayotenam, et puis Jacques Gauthier, qui était, lui, de Shefferville. Deux interprètes extraordinaires avec qui je me suis très, très bien entendu. On vivait sous la tente, donc les jeunes d'un côté, les aînés dans l'autre tente. Et donc, on a beaucoup discuté. Mais ce qui était extraordinaire, c'était ces conversations entre les aînés et les interprètes sur bon, la vie Innu en forêt, sur l'avenir de la société Innu et sur la destruction, finalement, la perte du territoire par ces grands projets. Donc, les aînés me demandaient, qu'est-ce qui va arriver ici? Mais là, je leur disais, vous voyez les arbres, là? Mais l'eau va passer au-dessus des arbres. Hein, parce que ce bassin-là va tout engloutir. Et donc, il y a eu des conversations extrêmement riches. Et pendant toute cette période de 2 mois, j'ai noté tout ce que j'ai entendu. Donc, j'avais un carnet de notes et je notais toute l'information, des récits. Et je posais des questions aussi qui n'étaient absolument pas archéologiques, hein, qui m'intéressaient. Par exemple, qui était votre chaman? Et là, les aînés me disent, ben, voyons donc, maintenant c'est le curé. Mais il y a eu des chamans à une certaine époque. Et on sait que les chamans marchaient sur l'eau, par exemple, faisaient ci, faisaient ça. Donc, il y avait des informations comme ça qui m'étaient amenées. Donc, j'avais constitué des notes que j'ai retranscrites ici. Donc, ça, c'est l'ensemble des résultats de ce travail que j'ai fait, que j'ai divisé par thème. Donc, beaucoup d'informations sur le caribou. Hein. Pourquoi? Parce que, en fait, le caribou était totalement absent à l'époque où ces aînés ont vécu dans la région du territoire de Lacaniapisco. On parle des années 1920-1930. Le caribou était totalement absent et il me disait on pouvait passer un hiver complet sans voir même une piste de caribou. Et donc, la survie était assurée par la pêche à la truite grise. Et on pêchait sur la glace. Et donc, c'était vraiment la source de nourriture première. Les aînés me disaient on mangeait de la truite grise 3 fois par jour, en fait, parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger. C'était exceptionnel de pouvoir croiser un caribou et de tuer un caribou. Donc, le but, c'était vraiment d'aller trapper, d'aller ramener le plus de peaux de martre possible, mais la vie est extrêmement difficile. Alexandre Michel me disait que son père et sa mère étaient montés en canot avec leurs 10 enfants à l'époque et que l'hiver en question avait été absolument difficile parce qu'il y avait effectivement pénurie de caribous. Mais à l'époque, on était, nous, en 1980, la population s'était recomposée. Hein, il y avait des milliers de caribous. C'était absolument extraordinaire. Et on ne parlait pas encore à ce moment-là du déclin actuel de ces populations de caribous. Donc, c'est des thèmes sur lesquels j'avais noté toutes sortes de choses. Et donc, ça a été pour moi un terrain à la fois archéologique et ethnologique extrêmement riche. Hein, et le fait de vivre en forêt pendant 2 mois a été, je pense, une expérience extrêmement importante pour moi. Par contre, quand j'ai accepté de travailler sur ce projet avec Daniel Chevrier, il a été très, très clair que je n'avais aucun droit sur les données
Donc, toutes les données récoltées étaient destinées au Conseil Atikamekw-Montagnais. Hein, c'est des données qui devaient servir et qui servent encore, j'imagine, aujourd'hui, aux revendications territoriales des Inuits. Et donc, ces données-là ne me permettaient pas de faire quoi que ce soit. Je n'aurais pas pu monter un projet de mémoire ou de thèse à partir de ces données. Donc, ces données qui ont été remises intégralement au Conseil Atikamekw-Montagnais, y compris les photos, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos pendant cette période. Entre autres, les photos du dépeçage d'un caribou. Parce qu'Alexandre Michel, toujours le même Alexandre Michel, avait abattu un jeune mâle et il a été dépecé selon les techniques Innu. Et donc, j'avais documenté, j'avais photographié toutes les étapes de ce dépeçage. Donc, c'est des photos qui faisaient partie du corpus qu'on avait constitué et qu'on a remis aux Inuits. Et donc, on avait produit un rapport, ça c'est un rapport de la firme Archéotech qui décrit le contexte. Je m'étais beaucoup intéressé aux techniques de trappe et surtout aux habitations, parce que il y avait plusieurs modes d'habitation traditionnels qui étaient représentés. Donc, ce qu'on appelait le Innu Michwap, le fameux tipi, qui était utilisé. Mais il y avait aussi le fameux Chaputwan, qui est une habitation longue, qui va être utilisée au printemps et à l'automne, au moment des rassemblements. Mais également à d'autres formes d'habitation hivernale, qui sont plus fermées, plus étanches, et qui vont être, disons, plus chaudes pour la saison hivernale. Surtout qu'on est à l'époque où on commence à utiliser les petits poêles de tôle pour chauffer les habitations. Alors, le Innu Michwap va être utilisé surtout avec le feu central, mais le poêle de tôle est de plus en plus courant et va être en fait une marque identitaire de l'occupation Innu en raison d'une caractéristique Innu, c'est-à-dire que lorsqu'on installait le petit poêle de tôle, qui est rectangulaire, on l'installait sur des piquets dans lesquels on faisait des encoches. Alors que les Cris, les Nichikununut, eux, installaient le poêle sur des piquets plats. Hein, et le poêle était directement installé là-dessus. Et les aînés me disaient, bien, lorsqu'on va trouver des piquets avec encoche pour les poêles de tôle, c'est un site Innu. Et quand c'est des piquets plats, c'est un site Nichikununut. Donc ça faisait partie aussi des éléments d'identité qu'on a repérés. Et il y avait une assez bonne conservation de ces objets en bois. Et donc, on pouvait documenter l'occupation Innu de cette façon également. Donc, ça a été, je dirais, un séjour absolument essentiel pour moi, qui m'a permis de faire la transition entre mon parcours archéologique et l'ethnologie que j'allais entreprendre dès l'été suivant. Donc, l'été 1981, au mois d'avril-mai, je quittais Montréal pour le Pérou avec Lionel Vallée. Donc, premier contact avec les Achuars. On s'est rendu d'abord à Lima, qui était une étape obligée, et ensuite à Iquitos, en Amazonie péruvienne. Et là, c'était le point de départ vers le territoire Achuar. Les Achuars qui vivent en Équateur et au Pérou. Hein, ils sont très connus en raison, entre autres, des travaux de Philippe Descola et Anne-Christine Taylor, qui ont travaillé, eux, en Équateur, alors que le terrain que moi j'ai mené s'est réalisé entièrement au Pérou. La frontière, à l'époque, était gardée par des garnisons militaires de chaque côté. Quand je suis arrivé en 1981, il venait d'avoir un conflit armé entre le Pérou et l'Équateur au sujet de cette fameuse frontière, hein, qui est une frontière qui a été établie historiquement en 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, à la faveur du Pérou. Ce qui faisait en sorte qu'on a découpé la frontière pour faire en sorte que les rivières soient navigables au Pérou, mais non navigables en Équateur, ce qui bloquait l'accès de l'Équateur au fleuve Amazone.
hein, mais du côté péruvien, on peut naviguer relativement bien avec des bateaux d'assez bonne portée sur une bonne portion des rivières qui mènent à la frontière de l'Équateur et du Pérou. Ce qui fait que ça fait deux terrains assez distincts, dans le sens où le terrain du côté péruvien était beaucoup plus accessible par les rivières que du côté équatorien, où là, on devait se déplacer en avion ou par des sentiers terrestres, mais très peu par les rivières pour atteindre le territoire achoir. Donc, avec Lionel Vallée, on est arrivé en pleine saison des pluies chez les Achoirs. Et c'était un premier contact avec Luis Uriarte, qui était l'anthropologue péruvien qui collaborait avec Lionel Vallée. Et le but, en fait, de ce terrain, il y avait deux choses. La première, c'était de documenter l'introduction de la biomédecine, comme je le disais tout à l'heure, chez les Achoirs et les impacts que cette biomédecine pouvait avoir sur leur vision du monde, sur leurs pratiques médicinales, chamaniques également. Et l'autre dimension, c'était de documenter l'occupation achoir du territoire, un territoire qui n'était pas reconnu par les autorités péruviennes. Et en fait, Luis Uriarte avait monté son projet suite à la sollicitation d'un grand leader achoir qui se nommait Kokush, qui était à la tête d'une communauté qu'on appelait Rubina. Et Kokush était venu à Iquitos, avait sollicité l'aide de Luis Uriarte en disant notre territoire est menacé par l'exploration de pétrolières, entre autres. On est après les années 1970 dans un creux concernant l'exploitation pétrolière de l'Amazonie, parce qu'il y avait eu un boom dans les années 70. Le prix du pétrole avait explosé à l'époque. Il y avait une espèce de crise mondiale qui faisait que ça devenait rentable d'aller en Amazonie exploiter des petits gisements qui demandaient des infrastructures particulières. Mais Kokush craignait effectivement le retour des pétrolières. Et donc, il a sollicité l'aide de Luis Uriarte. Et une partie de notre travail, Lionel Vallée et moi, c'était de se déplacer de maisonnée en maisonnée et de documenter l'occupation. Donc, de faire un inventaire des occupants, de l'emplacement de chacune des maisonnées. On a fait ça sur deux rivières, la rivière Wasaga et la rivière Washinsa, entre autres. Et il fallait se déplacer en forêt pendant cette période. En pleine saison des pluies. Hein? Donc, c'était extrêmement difficile. Moi, c'était mon premier véritable terrain en Amazonie. J'étais allé en Amazonie auparavant, mais de façon très touristique, je dirais. Mais là, c'était vraiment un terrain où on dépendait entièrement des hachoirs pour tout, pour nos déplacements, pour notre hébergement, pour notre alimentation. Et on avait un guide qui nous amenait d'une maison à l'autre. Et souvent, on traversait des ruisseaux qui étaient devenus des cours d'eau énormes. Et on traversait avec de l'eau jusqu'au cou sur des troncs d'arbres en équilibre assez précaire. Donc, ça avait été un peu difficile. Et j'avais compris aussi que pendant la saison des pluies, la chasse est beaucoup moins rentable parce que tout est inondé. Donc, les mammifères vont se déplacer un peu plus loin. Et c'est pratiquement impossible de pêcher parce que les cours d'eau sont très hauts. Et donc, il faut manger beaucoup de manioc et de plantain. Sauf que je n'avais pas un goût particulier pour le plantain et je n'avais pas compris qu'il fallait que j'en mange jusqu'à ce que je sois gavé pour pouvoir passer une journée, disons, avec une énergie suffisante. Et donc, j'avais perdu beaucoup de poids et j'avais trouvé ça assez difficile. Mais finalement, ça a été une première expérience qui m'a amené à y retourner l'année d'après, en 82 et en 83, avec toujours les mêmes objectifs, en fait, travailler sur cette occupation hachoir du territoire et également sur la biomédecine. Donc, ça va prendre de plus en plus de place.
Par des formations, je me suis intéressé beaucoup également à la céramique hachoir parce que je suis tombé dans une société qui produisait une céramique encore abondante depuis les contenants quotidiens jusqu'à des urnes magnifiques dans lesquelles on fait fermenter le manioc et à partir duquel on produit de la bière de manioc que les hachoirs nomment Yamanch. C'est un des éléments absolument centraux de la vie hachoir, c'est-à-dire cette fameuse bière de manioc qu'on sert en abondance du matin au soir, pratiquement, quand on est dans les maisonnées, et qui est un des éléments de l'hospitalité hachoir absolument fondamental. Donc, la céramique m'a beaucoup intéressé. J'ai même euh, observé avec beaucoup d'attention la fabrication des vases, la cuisson également, des grandes pièces. C'est intéressant, c'était les femmes qui produisaient la céramique, mais la cuisson était assurée par les hommes. Donc, on construisait d'énormes bûchers et on cuisait les grosses pièces de céramique à partir de ces bûchers. C'est un travail collectif, en fait, une corvée à laquelle j'ai participé avec les autres hommes. Et donc, j'ai observé beaucoup d'éléments, disons, autres que la biomédecine, mais ça m'a quand même amené à travailler sur un thème qui n'était pas prévu nécessairement au départ, mais sur la question du chamanisme, qui va devenir par la suite un des grands thèmes de mon travail, et également sur le rituel, de façon plus générale. Hein. Donc, c'est les deux axes qui vont se développer au fur et à mesure du terrain chez les hachoirs. Et ça commence en fait dès le premier jour. L'arrivée chez les hachoirs, tous les matins, les hachoirs, vers 4 heures, 4h30 du matin, préparent une infusion d'une plante qu'ils nomment Guayus, une plante de la famille de l'ilex, que les botanistes ont nommée Ilex guayusa. Et donc, cette infusion est préparée dans la maison et tous les hommes, les visiteurs, vont se réunir autour de cette infusion, préparée dans une céramique très, très particulière que les hachoirs nomment yukun, une céramique qui contient une espèce, qui possède une espèce de tête qui est directement dans les flammes et qui permet de réchauffer l'eau très, très rapidement. Vraiment une céramique assez unique que je n'ai pas vue ailleurs, mais qui était produite encore à l'époque par les femmes hachoirs. Et donc, cette infusion est un lieu absolument fondamental de convivialité, de rencontre, de discussion. Et je vais me rendre compte rapidement que c'est en fait le moment le plus important de socialisation masculine chez les hachoirs. C'est là où on discute des véritables enjeux, c'est là où on va parler des rêves, c'est là où on va parler de la possibilité ou non d'aller à la chasse en fonction de nos rêves, par exemple, en fonction de certains signes que l'on a captés. C'est également là où on va discuter des sujets importants. Des litiges, des conflits. C'est également le moment où on va faire les demandes en mariage, par exemple. Des visiteurs qui viennent vont attendre la Wayus pour discuter. Mais ce premier matin, moi, bon, je n'ai jamais entendu parler de la Wayus. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit là-dessus. Karstein, un chercheur qui avait travaillé auparavant chez les hachoirs, chez les chouards, va en discuter un peu, mais très, très peu. Et donc, je me retrouve face à cette infusion que je trouve tout à fait agréable. C'est comme un thé vert. Ça ressemble un peu à un thé chinois, si vous voulez, au goût. Mais une fois les conversations terminées, les hommes autour de moi se lèvent à tour de rôle et se rendent à l'extérieur de la maisonnée, pas très loin, et vomissent. Ah! Et très bruyamment et avec beaucoup d'emphase, je dirais, d'éclat, ils vomissent à tour de rôle. Et moi, je suis assis. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Hein? Est-ce que je veux faire de l'observation participante jusqu'au bout ou pas? Est-ce que je me lève et j'essaie de faire comme les hommes? Et finalement, j'ai décidé de me lever.
Et je me rends à l'extérieur de la maisonnée. Et là, il y a deux, trois gamins qui me suivent, qui me regardent attentivement. Et là, bien sûr, incapable. Il n'y a rien qui se produit, incapable de vomir. Euh, et donc, bloqué. Et puis là, je reviens m'asseoir un peu piteusement. Et puis, euh, c'est là que ça commence. Je me dis, il faut que je comprenne ce qui vient de se passer. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Pourquoi ces hommes se lèvent, vomissent, c'est quoi la Wayus, finalement? Et donc, ça va devenir un des thèmes de mon terrain. Et c'est un moment, je dirais, cérémoniel, hein, qui fait partie de toute une séquence liée à l'hospitalité chez les hachoirs. Et donc, ça va être un élément central de ma recherche, et d'autant plus que j'étais constamment en situation d'hospitalité dans les maisonnées où j'ai vécu, parce que j'ai vécu entièrement dans les maisonnées qui m'ont accueilli pendant toutes ces années de recherche.